On va parler des États-Unis, de l'économie. D'abord, juste un petit point sur la mort de Nicolas, parce que c'est vraiment un drame qui nous a tous beaucoup heurtés. Il y a 2 hommes qui ont été interpellés après ce drame devant une discothèque de Saint-Péray en Ardèche. Le profil de ces individus est assez intéressant. Les détails avec Tanguy Hamon. Parmi les 2 suspects interpellés dans l'enquête sur la mort de Nicolas figure celui qui aurait été l'auteur des coups de feu mortels. Il est âgé de 20 ans, de nationalité italienne. Il est inconnu des services de police, mais a été interpellé sur un point de deal d'un quartier de la ville de Marseille. Le deuxième interpellé est lui suspecté d'avoir été le chauffeur du tireur. Il a été interpellé dans le Vaucluse, à Cavaillon. Il est âgé de 23 ans, né en Tunisie, mais de nationalité française. Il est lui déjà connu de la justice. L'enquête désormais se poursuit pour connaître les mobiles des coups de feu mortels. Il pourrait s'agir d'une expédition d'intimidation contre la discothèque et son personnel. Voilà, et il y a un jeune de 22 ans qui est mort. Sa maman a témoigné hier auprès de nos confrères du Figaro. Notre cœur est brisé, notre famille anéantie, dit-elle. Jean-Christophe Couvi, ces drames se multiplient en fait. Ouais, un règlement de compte contre une discothèque et on va rafaler les gens qui sont devant. Donc. Ça fait d'autant plus mal, alors en plus que c'est un jeune rugbyman. Il y a 1 an, Thomas qui jouait dans le même club de rugby. Moi j'ai une pensée pour aussi tous les copains rugbyman parce que voilà, c'est le monde de l'Ovalie qui s'écroule aussi. Et c'est des gamins de 22 ans, on en parlait tout à l'heure du petit gamin aussi, c'est Nicolas je crois qui était à Dijon, qui sort de boîte de nuit, 19 ans, qui se fait agresser brutalement. Là c'est pareil, vous faites la queue pour rentrer en boîte. Et il y a des tueurs qui arrivent et qui mitraillent devant. Pour cartélisation du pays. Cartélisation, et puis à chaque fois, c'est bizarre, c'est toujours le clan marseillais quand même, hein, parce qu'on les retrouve aussi à Poitiers. Voilà, Poitiers. Oui, là, on en a retrouvé un Cavaillon. Le tireur présumé, il venait aussi des clans marseillais. Donc en fait, on voit que c'est plus départementalisé la criminalité. C'est vraiment sur tout le territoire français. Il y a une offensive effectivement d'une mafia marseillaise qui essaye de prendre des points de contrôle un peu partout, des points de deal. Ça, on ne cesse de le dire, que effectivement, c'est même, et je reprends les recommandations de la commission d'enquête du Sénat, qui faisait en 3 actes, entre guillemets, c'est arrêter de faire preuve de lucidité, c'est-à-dire que c'est une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation, frapper le haut du spectre, et non pas que les petits dealers. Et après, la 3e grande offensive, c'est structurer l'action des services en charge de la lutte contre le narcotrafic. À un moment donné, il faut se réveiller. Aujourd'hui, effectivement, c'est l'État, la société qui est en danger, parce qu'on est en train de voir cette criminalité monter. Moi, j'ai pas effectivement envie que ça arrive comme dans les pays sud-américains, le Mexique, où ça mitraille de partout. On a des clans qui prennent le pouvoir, et en fait, qui ont le même pouvoir que l'État. Écoutons Bruno Retailleau qui, cet après-midi, a redit qu'il ne s'agissait plus de faits divers, mais de faits de société. On l'écoute. Sans doute, ce meurtre vous touche, mais il nous touche tous. Et on n'a pas le droit de faire de la polémique dans ces cas-là. Un homme est mort. Donc ça n'est pas pour moi un fait divers. Quand les faits se répètent, ils deviennent des faits de société. Et on doit les interpréter comme tels, bien entendu. Hier après-midi, j'ai eu sa maman. Impressionnante de dignité dans sa souffrance, dans sa douleur. Je lui ai assuré de la sympathie du gouvernement. Et je lui ai dit que nous étions disponibles en cas de besoin. L'enquête devra déterminer les mobiles du crime. Sans doute bien sûr, le narcotrafic. Et on le voit bien, aucun territoire de la France n'est désormais préservé, avec un rajeunissement de ceux qui sont tués et un rajeunissement de ceux qui sont tués. Ne doutez pas une seule seconde de notre détermination pour lutter contre le narcobanditisme. Bruno Retailleau, à un moment, on entend un petit peu de mouvement dans l'hémicycle. C'est les députés du Rassemblement national qui disent au mot sympathie. Oui, mais la famille, elle en fait quoi de la sympathie? Le mot est un peu étrange, effectivement, malgré le respect que j'ai pour Bruno Retailleau. Mais qu'est-ce qu'il veut dire d'autre? Le rôle d'un gouvernement, c'est de gouverner, c'est d'apporter éventuellement des solutions. Alors certes, il ne peut pas apporter des solutions à chaque fait de société, pour le coup. Mais effectivement, la sympathie du gouvernement ne suffit pas. Je suppose que cette famille aimerait que ça ne se reproduise plus ou que ça se reproduise le moins possible. Parce que ça ne lui rendra pas son fils. Ça ne lui rendra pas son fils, mais qu'au moins, cette mort n'ait pas été vaine. Donc on attend la réponse politique de Bruno Retailleau et il nous fait part de sa détermination, mais c'est pas quelque chose de précis. Alors on espère qu'à Marseille, il y aura des réponses politiques plus concrètes.
On parle d'un parquet spécialisé. Je pense que c'est une bonne idée pour agir plus vite ou plus fort. En tout cas, il va falloir changer de braquet, réformer en profondeur, on l'a dit, la politique pénale notamment. D'ailleurs, c'est peut-être Didier Migaud qui aurait dû répondre à cette question. Mais la sympathie ne suffit pas, même si c'est mieux que l'indifférence. C'est mieux que l'indifférence de certains prédécesseurs. Ou l'hypocrisie, encore pire. Louis Dragnel. Mais je crois que personne ne doute de la détermination de Bruno Retailleau mais il est un peu seul. De tout donner pour combattre le fléau. Ensuite, on voit bien, s'agissant de ces drames-là, maintenant c'est entre les mains de la justice, l'élucidation, et puis ensuite c'est des peines aussi qui produisent des effets de dissuasion pour toutes les personnes qui seraient tentées de faire à peu près la même chose. Mais ce que j'observe quand même, c'est que depuis l'arrivée de Bruno Retailleau, il a fait, de ce point de vue-là, c'est plutôt habile comme tactique, c'est qu'il est allé tellement loin dans les mots, tellement fort, que ça met quasiment Didier Migaud dans l'impossibilité d'aller dans une autre direction. Ou alors vraiment, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui doit partir. Mais j'ose espérer, parce que là, ils ont l'air de marcher du même pas. Il y a une impérieuse nécessité que vraiment le ministre de la Justice, quand il dit qu'il est aligné sur ce que dit Bruno Retailleau, que réellement il soit aligné. C'est-à-dire que concrètement, dans les politiques pénales qu'il veut mettre en place, dans les impulsions qu'il va donner auprès des parquets, j'ose espérer que vraiment, il est aligné en adéquation avec ce que dit Bruno Retailleau, parce que sinon, je pense sincèrement que les Français... Je pense que Bruno Retailleau, si vous voulez, c'est la dernière personne, l'espèce de dernier sursaut. Et beaucoup de Français se disent, bon alors, on va lui donner sa chance. Sans doute le dernier. Ouais. Parce qu'il parle vrai, il parle comme nous, on se comprend. Mais je pense que s'il n'y parvient pas, et ce ne sera pas entièrement de sa faute, ça risque d'être compliqué derrière. D'abord et avant tout, la responsabilité du garde des Sceaux. Je pense que ensuite les Français vont vraiment se tourner vers des positions beaucoup plus dures et radicales. Sabrina Medjeber, on est dans un basculement anthropologique. On va recevoir tout à l'heure Jérôme Fourquet qui a un diagnostic vraiment au scalpel sur ce qui se passe dans notre pays. Et là, il y a un basculement. Il est indéniable, il est sous nos yeux tous les jours. Bien sûr, mais vous avez raison de parler de basculement anthropologique, c'est-à-dire que notre société a malheureusement fabriqué, entre guillemets, des enfants soldats qui tuent d'autres enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une guerre juvénile qui ne dit pas son nom. Et la place des adultes, malheureusement, est complètement absente. C'est la réalité. Mais pourquoi ? Parce que et Jérôme Fourquet l'expliquera bien mieux que moi, c'est une continuité dans l'atomisation de toutes les structures qui ont pu justement résister à la violence, à commencer par la famille. C'est-à-dire que l'individualisme ou l'hyper-individualisme, l'interdit d'interdire, c'est-à-dire la prohibition de la frustration, a malheureusement, et je vais le dire encore une fois, conjointement alliés à des enfants issus d'une culture qui est celle de la culture arabo-musulmane, qui sacralise le garçon et qui infériorise la fille au sein des foyers familiaux, eh bien la rencontre de ces deux matrices anthropologiques aboutit à ce que l'on voit aujourd'hui. C'est malheureusement, si vous voulez, c'est un mal dans l'étiologie française. Qu'est-ce que prépare la société aujourd'hui dans ce que seront les adultes de demain? C'est la question qui est cruciale. Et moi, je me souviens avoir lu, par exemple, que même à l'époque de l'ordonnance de 1945, François de Menthon, qui était le ministre de la Justice, qui l'a signé, avait dit « L'enfance coupable est une question des plus urgentes de notre époque ». C'était en 1945. Aujourd'hui, nos enfants... Date de l'ordonnance des mineurs. Absolument. Oui. Nos enfants meurent sous le coup de mineurs. C'est une question fondamentale. Alors moi, je veux bien qu'il y ait effectivement je ne vais pas dire les simagrées parce qu'il y a un réel volontarisme de la part et notamment de Bruno Retailleau depuis qu'il est arrivé à cette fonction. Mais s'il n'y a pas de réponse structurelle pour pallier la défaillance et les familles dysfonctionnelles dans l'éducation des enfants... OK pour la réponse structurelle, mais elle doit venir aussi de la société, la réponse. Oui, alors, ça ne peut pas être tout. On ne peut pas attendre tout de l'État. Oui, mais je suis d'accord. Il faut élever nos enfants. Il faut les éduquer, nos enfants. Florence, mais que voulez-vous dire à ces parents parents qui prennent une perpétuité dans la mort de leurs enfants? Ah mais moi je vous parle des parents des délinquants. Nous les Français, nous savons, il faut les éduquer. Nous sommes conscients malheureusement de ce fléau. On ne peut pas les abandonner aux écrans toute la journée. Alors effectivement, il y a des parents, vous avez tout à fait raison, qui sont démissionnaires et qui ne participent pas aux modalités qui viennent pas récupérer les gamins au commissariat, la probité qui leur de ce qu'est censé être une éducation, bien sûr. Évidemment, non, mais je ne dis pas le contraire. Il y a des parents dysfonctionnels et défaillants. Rachel et Marc. Non, mais ils n'aiment pas leurs enfants. Parce que lorsqu'on aime ses enfants, on met des limites, ne pas mettre des limites. Il n'y a rien de plus violent pour un enfant, c'est vrai. Hein. Exactement. Mais par ailleurs, pour rebondir, c'est aussi en tant que Français, en tant que citoyen, on a pu être heurté par certains mots. Face à la montée de cette violence, à tous les étages, réseaux sociaux, dans la rue, de nos jeunes qui n'ont plus aucun repère.
ça nous a fait mal aussi d'entendre il faut de la désescalade, il faut un cessez-le-feu, une vie égale une vie. Quand on sait que la vie d'un policier ne vaut pas la vie d'un délinquant ou d'un criminel, par exemple. Tous ces mots-là ne sont pas en cohérence avec la vision que l'on veut de notre société. Marc Toiti, dernier mot avant la pause. Deux choses très rapidement. Moi, je viens des cités HLM, comme vous le savez, et c'est vrai que quand on avait 14 ans, heureusement à notre époque, il n'y avait pas de tueurs, à 14 ans ou à 15 ans ou même à 16 ans. Mais et encore une fois, je pense qu'effectivement, c'est le respect des parents. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des voyous, etc. Mais quand il y avait des problèmes à l'école, déjà, ça commence à l'école. Les parents venaient, ils punissaient leurs enfants. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse, j'ai envie de dire, malheureusement, où ils les laissent faire, voire malheureusement, il les incite. J'espère pas qu'on en arrive jusque-là, mais c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Et deuxième point, plus économique, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me balade beaucoup en France, faire mes conférences et autres, et ça fait peur. Parce que ça crée une instabilité pour l'ensemble des citoyens, donc en termes de consommation, en termes d'investissement, même aller en boîte de nuit. Voilà, donc ça crée un climat délétère extrêmement dangereux qui va attiser justement cette instabilité sociale et sociétale. Dernier mot, Jean-Christophe Couvier, avant de vous libérer. Alors, Bruno Retailleau, on pourrait lui reprocher plein de choses. Il a deux idoles, entre guillemets, c'est Clémenceau et Delade de Tassigny. Et c'est la guerre en mouvement et c'est ne pas subir, c'est ça. C'est pas mal comme référence. C'est pas mal. Il y a pire. C'est un homme du bocage vendéen, c'est un Puy Follet, pour ceux qui connaissent le Puy du Fou. C'est quelqu'un, je pense, qui parle vrai. Parce qu'il parle comme il va parler à quelqu'un dans la rue, etc. Maintenant, effectivement, derrière, c'est qu'est-ce qu'il va avoir comme élément. Et nous, on attend de savoir ce qu'on va nous donner comme moyens, mais pas que des moyens financiers. C'est vraiment des moyens humains et des moyens, j'allais dire, judiciaires, de pénaux, pour pouvoir justement contrer et reprendre l'offensive. Il faut qu'on prenne l'offensive sur ces narcotrafics. On a trop longtemps subi. Il y a eu un laisser-aller de la magistrature, un laisser-aller des policiers depuis des politiques depuis 20 ans. On a laissé filer et aujourd'hui, on se rend compte que tout nous échappe. Oui, il faut une reprise en main. Tout nous échappe. Tout nous sur échappe. tous les plans de la société. Mais tout. Allez, tout vous nous avez échappe. entièrement raison. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On entendra des témoignages vraiment bouleversants de salariés de Michelin qui voient les usines fermées. C'est la France qui disparaît. C'est une partie de la France qui disparaît. Ces emplois industriels qui s'en vont, c'est une tragédie française. On en parle dans un instant. À tout de suite.